Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'écrivain et réalisateur Michael Prazan. Bonjour Michael Prazan. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous avez beaucoup écrit, vous avez produit beaucoup de documentaires sur de nombreux sujets, le nazisme, l'URSS, l'armée rouge aussi. Entre journalisme, histoire et littérature, vous vous intéressez aussi depuis longtemps à l'islamisme et en particulier à la confrérie des frères musulmans. On en parle beaucoup sur Europe 1 de cette confrérie des frères musulmans. Vous venez de publier un livre à lire d'urgence, si vous voulez comprendre ce qui se passe en ce moment au Proche-Orient. Je le montre à l'image sur europe1.fr ou sur l'appli Europe 1. La vérité sur le Hamas et ses idiots utiles, c'est paru aux éditions de l'Observatoire. Alors, le Hamas, bien sûr, tout le monde connaît Michael Prazan. Depuis le 7 octobre, évidemment, c'est l'organisation terroriste qui a organisé ces pogroms. C'est le Hamas aussi, lui, qui dirige d'une main de fer la bande de Gaza depuis près de 20 ans, qui a survécu à la riposte militaire israélienne depuis 15 mois. On connaît le Hamas, enfin c'est ce que l'on croit. Votre livre est là pour nous remettre un peu les idées au clair, Michael Prazan. Je voudrais d'abord vous demander qui sont ces idiots utiles que vous avez jugé pertinent de mettre sur la couverture à côté du Hamas. Bon, en gros, il y a deux parties dans le livre. Il y a une partie qui revient sur les fondamentaux du Hamas. On va y venir. Voilà. Et la deuxième partie qui est un peu la revue des horreurs auxquelles nous avons assisté depuis le 7 octobre en Europe et dans le reste du monde, et en particulier en France. Donc ces idiots utiles, ils sont protéiformes, c'est une fusée à plusieurs étages. On va y trouver, bien sûr, des organisations issues du réseau frériste, parce que le Hamas, c'est les frères musulmans, c'est une antenne des frères musulmans, l'antenne palestinienne des frères musulmans, mais ils sont implantés, les frères musulmans, dans plus de 80 pays à travers le monde, et notamment en France, et ils ont des associations, un réseau associatif extrêmement foisonnant, dans lequel on trouve des associations étudiantes de type islamiste. C'est elles qui ont commencé à être le bout de feu de ce qu'on a vu apparaître dans un certain nombre d'universités, à Sciences Po, etc. À partir de là, il y a un second étage qui sont les étudiants qui les ont suivis. Et puis, c'est adjoint à cette furie un certain nombre de politologues, de journalistes, de composante politique. Je pense évidemment à LFI qui s'est engouffré dans cette brèche à fond la caisse avec un certain nombre de figures qui sont apparues ou qu'on connaissait déjà ou qui ont même retourné leur veste. Voilà. Et puis il y a eu des paroles, y compris même gouvernementales, voire présidentielles, qui ont apporté de l'eau au moulin. Et vous faites la liste aussi des ONG importantes qui ont contribué à être aussi des idiots utiles. Alors voilà. Après, il y a un échelon plus international, mondial, avec un certain nombre d'ONG, peut-être même à peu près toutes, un certain nombre d'instances à l'ONU s'y sont prêtées également, et puis un axe qui s'est dessiné durant cette époque-là, ou plutôt qui s'est sédimenté à ce moment-là, c'est-à-dire le Sud global, c'est-à-dire une alliance qu'on peut trouver entre, disons, la Russie, l'Iran, quelques autres pays qui ne sont pas nécessairement démocratiques. Et vous dites que le 7 octobre, finalement, et c'est suite, à savoir effectivement la libération d'une parole anti-israélienne, anti-sioniste, c'est ainsi qu'elle s'appelle, mais qui est en fait antisémite, très clairement, vous le dites, Michael Prazan, ça s'inscrit dans une stratégie au long cours, sur plusieurs décennies, qui a été rendue possible par un basculement de l'Occident en faveur du Hamas. Ça, c'est quand même une lourde accusation que vous portez. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? En tout cas, moi, je suis allé à Gaza en 2010, j'y ai passé plusieurs jours, j'ai rencontré des hauts dirigeants du Hamas et du djihad islamique, et il me semblait intéressant de relire les entretiens que j'avais fait avec eux à ce moment-là, pour comprendre la situation actuelle. Et ce sont des tacticiens. Ils ont misé toujours, et ils le répétaient à l'envi, sur le rapport de force. Ils me disaient, le rapport de force n'est pas en notre faveur, mais il y a des moyens à terme et à moyen terme de le faire basculer en notre faveur. Et tout ça correspond aussi à une stratégie pensée, réfléchie. Ce ne sont pas des idiots. Ils savent très bien ce qu'ils font et ils connaissent les conséquences de ce qu'ils font. Et ils sont, encore une fois, très équipés, à la fois localement, en termes de propagande. Mais ils nous ont habitués, par exemple, à l'emploi de l'expression de génocide. Israël mènerait un génocide à Gaza, et vous dites, voilà, c'est ce qu'on appelle l'élargissement de la fenêtre d'Overton. On s'est habitué à cette idée que, oui, Israël aurait commis un génocide à Gaza. C'est devenu une banalité de le dire et de l'entendre, même si c'est pas forcément la réalité, bien sûr. Répéter à l'envi, discuter dans des médias ou dans des universités,
réalité, l'idée finalement infuse dans la société et le doute s'installe, voire même construit une certitude dans un certain nombre de camps politiques. Donc oui, il y a une forme de dévitalisation du langage, d'un certain nombre de mots et de ces définitions. Le génocide, aujourd'hui, effectivement, n'est pas défini et on s'attache à l'identifier à un certain nombre de morts. Mais en réalité, vous savez, à chaque fois qu'il y a des ruptures dans la logique, apparaît souvent l'antisémitisme. Après le Bataclan, on est allé vitrifier Mossoul, il y a eu 40 000 morts civils, personne n'a pensé descendre dans la rue, ni crier au génocide. Je ne porte pas un jugement moral sur la guerre en tant que telle, ni évidemment sur un nombre de morts considérable et effroyable. Mais tout n'est pas assimilable, ni, le terme de génocide est évidemment ici parfaitement inapproprié. Alors parlez-nous un petit peu du Hamas. Vous l'avez dit, c'est la branche palestinienne de la confrérie des frères musulmans qui est née donc en 1928 en Égypte. Et alors vous dites très clairement, il faut bien saisir ça. Le but ultime du Hamas, c'est pas du tout la création d'un État palestinien. Non, 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 non. Au contraire, le Hamas fera tout pour empêcher la création d'un État palestinien, Michael Prazan. C'est déterminant, il faut bien comprendre ça. Indépendamment du combat contre Israël et de la volonté de détruire Israël, qui est inscrit dans la charte du Hamas quasiment à toutes les lignes, l'ennemi fondamental, l'ennemi frontal, c'est le nationalisme arabe et palestinien en particulier, et on comprend mieux le conflit qu'il y a pu avoir avec le Fatah de Yasser Arafat, l'OLP, etc. Qui était une organisation nationaliste, en l'occurrence. Qui est une organisation, en tout cas, qui se présente comme nationaliste et qui avait les velléités de voir établir un État palestinien. Pour le Hamas, il n'en est absolument pas question. C'est un mouvement islamiste qui déteste l'idée même de l'État-nation, de l'État-nation, et elle ne s'intéresse qu'à la Oumma, c'est-à-dire la communauté des musulmans, et son objectif à court ou moyen terme, c'est la reconstruction du califat islamique, et à long terme... Du Maroc au Pakistan, hein, c'est ça? Absolument. Et à long terme, et ils n'en doutent pas une seconde, pour eux, c'est inscrit dans leur pensée politico-religieuse, l'islamisation du monde, parce que l'islam est la dernière religion qui vient parachever toutes les autres. L'humanité est une, et l'objectif, c'est d'unir l'ensemble de l'humanité derrière la bannière de l'islam. Mais ça, c'est à très long terme. Hein, ce ne sont, encore une fois, pas des idiots, et donc, ils s'inscrivent dans un temps long. Il faut bien comprendre la place qu'occupe Israël dans l'imaginaire du Hamas, c'est-à-dire qu'on est en terre islamique quand on est au Proche-Orient, et donc Israël, c'est pas seulement un problème, c'est pas seulement un ennemi, c'est un sacrilège. Vous l'écrivez clairement. Oui, parce que les islamistes ont défini le territoire palestinien, c'est purement, performatif, hein, comme un waqf, c'est-à-dire comme un bien sacré de l'islam, c'est-à-dire que c'est toute la terre de Palestine qui est censée être sacrée. Alors évidemment, un point de polarisation énorme sur Jérusalem. Et donc, partant de là, toute déviance ou toute intrusion extérieure à l'islam sur cette terre est considérée effectivement comme un sacrilège. Et leur référence absolue, je l'ai dit tout à l'heure, c'est des gens qui s'inscrivent dans un temps très long, qui n'est pas à l'échelle d'une vie humaine. C'est les croisades, c'est la trêve de Ramla en 1192 entre Saladin et Richard Cœur de Lion, sachant que, voilà, on peut à un moment arrêter le combat, reprendre des forces, mais à terme, il ne fait aucun doute que les croisés, en l'occurrence, et les juifs aujourd'hui finiront par partir ou par être exterminés. Vous citez un proverbe, on va s'arrêter là, Michael Prazan, mais je le donne. Israël a besoin de ses armes pour protéger son peuple. Le Hamas a besoin de son peuple pour protéger ses armes. Vous lirez ces phrases très fortes dans votre livre, Michael Prazan, La vérité sur le Hamas et ses idiots utiles. C'est aux éditions de l'Observatoire. Merci d'être venu nous en parler ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Bonne journée à vous. Merci, au revoir.